Par contre, moi j'ai une question du coup. Pour Monsieur Pépite, j'ai pas retenu votre nom. Voilà. Merci pour votre présentation très intéressante. Et je voulais savoir comment réagissaient les entreprises à ce que vous créez et à la façon dont vous allez mettre à disposition des compétences. Voilà. Quel est le perçu un peu des entreprises? Alors déjà, je vais compléter ce que vous avez dit. Pour l'éthique et juste pour le handicap, il faut savoir que, comme je l'ai dit, l'obligation légale, c'est 6% d'emploi, enfin de masse salariale dédiée au handicap. La moyenne nationale, c'est 3,5 ou 3,7. Les sociétés de nouvelles technologies, c'est 1,1. Voilà, déjà pour situer. Juste sur le handicap, je ne connais pas les réponses pour les autres. Comme c'est une contrainte financière, il faut dire que je suis très bien reçu. Puisque avant même la création de la société, il y a 4-5 clients qui sont déjà... Alors, il y a la contrainte financière, c'est évident, et puis il y a une vraie contrainte, c'est pas démagogique de le dire, il y a un vrai besoin de ressources. C'est-à-dire que hier soir, j'étais sur une autre manifestation à Nantes, et effectivement, se sont créés au niveau de la région des organismes pour essayer d'attirer les jeunes vers les métiers des nouvelles technologies, d'attirer les femmes vers les métiers des nouvelles technologies, parce qu'il y a un réel manque de main-d'œuvre. Voilà. Et on rajoute à ça une image qui n'est pas forcément la bonne. Les sociétés, par exemple, les grandes SS2I n'ont pas une très bonne image. Tout ce qui est notion de offshore, d'aller produire en Inde, etc., qui est complètement contre-productif pour l'image de ces sociétés, ben nous, on est en plein dans le développement durable du territoire. Et on a... il y a maintenant une notion qui est en train de naître, qui s'appelle le very near shore, c'est-à-dire que oui, certes, on va sous-traiter quelque chose, mais très près de chez nous. Donc l'accueil est très bon. Voilà. Ouais. Une autre question, oui. Donc, pour un créateur d'entreprise, et donc ma question, vous pouvez tout à fait répondre, comment vous sentez le ressenti des financiers, notamment, sur ce volet RSE dans votre projet? Alors, c'est à la fois une question qui s'adresse à quelqu'un qui crée, mais c'est également une question qui peut s'adresser à des entreprises plus grosses qui décident de vraiment investir dans ce domaine de la RSE. Donc en gros, la question plus générale, c'est quel impact sur le monde financier au niveau, alors je vais parler évidemment pour la création de petites structures. Moi je trouve que j'ai été très surpris parce que c'est pas ma première création d'entreprise. J'ai créé une société de conseil informatique en 2004. J'ai été très surpris par la mobilisation maintenant des différents acteurs. Bon, il s'avère que bien qu'il étant nantais, je crée cette entreprise à La Roche-sur-Yon. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans les financements maintenant. Il y a des acteurs publics, clairement Conseil général et région sont présents. Vous avez aussi des fondations d'entreprises. Quand je parle de Total, Michelin, Saint-Gobain, on est dans des très grands groupes qui ont une volonté de développer l'emploi sur des régions. C'est-à-dire que tout impact, il y a certains groupes ont une politique qui est d'essayer de compenser tout impact de fermeture de sites ou de réduction d'effectifs sur des sites dans une région donnée par du soutien de la création d'entreprises et de la création d'emplois. Donc ça c'est quelque chose que je vois vraiment, c'est pas des on-dit, il y a vraiment des gens qui tournent sur toute la France, à qui on présente des dossiers et qui engagent leur entreprise, et cet engagement il est financier, mais aussi bien évidemment il y a une ouverture à des petites entreprises, de carnet de commandes de très grandes entreprises, donc c'est un double effet. Les banques en région, en Bretagne, Pays de Loire en tous les cas, il y a des acteurs, il y a des banques qui se veulent acteurs du développement durable. Je pense on a le droit de citer des noms. Bon, Banque Populaire, typiquement, c'est des gens qui font beaucoup là-dessus, à la fois en interne, mais à la fois sur du financement de projets. Et puis, il y a des réseaux importants au niveau du financement, non pas tant par les sommes qu'ils peuvent mettre en place, mais par tout le support qu'ils apportent. Je pense au réseau Entreprendre, notamment, qui est un réseau vraiment de personnes qui veulent développer des choses, qui ont l'expérience et qui vont effectivement faire un prêt d'honneur qui n'est pas ça qui ne va jamais être l'élément déclencheur d'être lauréat au réseau Entreprendre, mais qui est aussi quand même présent, un prêt d'honneur. Et ces gens-là se mobilisent aussi pour ouvrir des portes sur un département, sur une région, pour ouvrir des portes, pour améliorer les choses. Voilà ma réponse de petite entreprise. Oui, madame, venez si je voulais ajouter quelque chose. C'est effectivement deux entreprises peut-être un peu différentes dans
la quantité d'investissement à mettre. Oui, oui. Et effectivement, on n'a pas forcément la même vue des choses. Non, j'ai moins d'investissement à faire. Non, c'est pas. Non, mais peut-être rester là parce que ça peut être. Voilà. Oui. C'est un peu différent quand on va chercher beaucoup plus d'argent. Hein. Clairement, mon projet, il faut que je trouve 750 000 euros de capitaux propres. Ça doit être ça. Hein. C'est ça aujourd'hui. Demain, ce sera pas moins. Et j'espère que ce ne sera pas plus. Là, c'est un peu plus difficile. Et franchement, il faut faire toute la démonstration. Et c'est pour ça que le grand emprunt l'a compris. Enfin, les gens qui ont traité mon dossier l'ont compris. Parce que quand je disais dans 2 ans, je vais faire une ligne industrielle, on me disait, revenez me voir dans 1 an et demi. Mais pas tout de suite, quoi. Donc là, c'est bien puisque c'est divisé en 2. On a la partie recherche et développement financée à hauteur de à peine 60%. Donc on y met 40% et voilà. Et l'autre partie, qui est la grosse partie investissement, ce sera au dernier moment. Et je pense qu'au dernier moment, les entreprises ou les gens qui ont alors les capitaux risqueurs, moi j'ai eu un peu de mal, hein, je dois le dire, hein, parce que je les ai. À un moment, j'ai dit à un groupe, c'était le dernier, donc voilà, j'ai dit vous êtes capitaux, oui, risqueurs, je suis pas sûre, quoi, parce que effectivement, l'innovation, c'est du risque. Je ne peux pas. À chaque fois, on me demandait, mais êtes-vous sûr que ça va marcher du tonnerre de Dieu? Bon. Eh ben, j'espère bien, parce que moi, j'y ai investi beaucoup d'années, beaucoup d'argent, beaucoup de tout ça, je ferai le maximum, mais comment voulez-vous dire un capital risqueur, avec son nom de risqueur, qu'il n'y a aucun risque, c'est pas possible. Et franchement, sur des grosses sommes, c'est un peu différent. Alors les banques, ça dépend aussi de sa banque, hein. Moi, je sais, alors, je vais la nommer parce qu'elle est en concurrence avec l'autre, c'est le Crédit Mutuel qui me connaît depuis très longtemps et j'ai pas de souci avec la banque. Ceci dit, ils vont pas financer 100%, donc voilà, il faut. Voilà. Juste. Si je peux réagir, c'est un point très important, ça, et pour rebondir un peu sur la politique des pôles de compétitivité, on est exactement là dans les situations que nous demandent aujourd'hui le gouvernement et les régions dans le cadre des pôles de compétitivité dans leur version 3.0, c'est-à-dire de passer du projet technologique à l'industrialisation. Aujourd'hui, on avait mis en place tout un tas d'outils, le crédit impôt recherche, les pôles de compétitivité, les appels à projets, l'ADEME, le grand emprunt, etc., pour aider à faire monter de l'innovation et à créer de la valeur par l'innovation. Maintenant, on se retrouve avec des projets, c'est super, on se retrouve avec des projets qui marchent, qui arrivent à des résultats, et avec des niveaux d'entreprise où, alors, pour le pôle EMC2, où on est beaucoup sur de l'entreprise industrielle, qui ont besoin derrière de financements extrêmement importants. Alors là, extrêmement important, 750 000 euros pour une très petite entreprise, c'est extrêmement important, ou pour des plus grosses entreprises de 20, 30, 40 millions d'euros pour investir dans un nouveau bâtiment, dans des procédés de fabrication, etc. Avec, en face de ça, effectivement des établissements bancaires ou des établissements de financement qui savent que le risque de faire un Google à partir du projet Alterval, voilà, hein, on risque de ne pas partir sur des résultats qui payent un maximum très vite. C'est un peu plus le cas dans les TIC ou dans le médical, dans un certain nombre de cas. Alors médical, c'est différent parce qu'il faut attendre 20 ans pour que ça paye un maximum. Dans les TIC, ça peut revenir vite, comme ça peut s'écrouler vite aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la mécanique, c'est des gros investissements et puis des rentabilités qui seront plus faibles. Donc là, nous, on a un très gros travail à faire, tous les pôles de compétitivité, pour faire cet accompagnement-là, pas tout seul, parce on est plutôt bien armé sur la partie innovation, on est un petit peu moins armé aujourd'hui dans les pôles sur la partie financement, donc là, il faut qu'on se fasse accompagner. Mais c'est des points vraiment très importants, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire... On a accompagné des projets très intéressants avec des vrais enjeux et des vrais résultats positifs. Et puis, voilà, c'était super, on a fait l'innovation. Et puis ça s'arrête là parce qu'on ne trouve pas les quelques millions qui manquent derrière. Juste en complément sur les capitales risqueurs, moi je ne les ai pas cités parce que pour avoir vu un petit peu comment ça fonctionnait dans une carrière précédente, ils ont une volonté de revenir sur leur investissement extrêmement rapidement. C'est-à-dire que on ne va pas rentrer dans... Rien n'est noir ou blanc, mais plus ou moins gris. Mais un capital risqueur, c'est quand même vendre son âme, donc son entreprise, et dire, voilà, dans 3 ans, vous aurez récupéré X fois ce que vous avez mis. S'ils ne le récupèrent pas, ils enlèvent tout et l'entreprise s'écroule.
Donc, quand on cherche 750 000 euros et que tu es une petite structure, qu'on va voir un capital risqueur, à la limite, 750 000, ils veulent bien. Mais seulement dans 3 ans, il faut qu'ils aient récupéré 5 ou 2 millions d'euros, ce qui, dans l'industrie en tous les cas, est quasiment impossible. Dans les nouvelles technologies, on va dire que c'est plus simple, et encore faut-il, ça dépend des nouvelles technologies des entreprises. Mais les capital risqueurs, c'est plus pour des boîtes qui sont déjà, qui ont dépassé notre stade et qui ont une bonne visibilité, puis qui veulent se développer à l'étranger, etc. Mais sinon, c'est compliqué. Moi, quand je parle de 750 000 euros, je ne parle pas du tout du bâtiment, Oui, en oui. plus. Hein. Le bâtiment, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas trop le problème. C'est pas trop le problème parce que, bon, vous avez peut-être vu, il y avait eu un article dans Ouest France la semaine dernière qui a fait mouche, et j'ai des appels quasiment au quotidien de communautés de communes qui ont soit des bâtiments vides, soit des zones industrielles où ils sont prêts à construire pour revendre. Moi, j'ai déjà eu une société, Broyage Plastique de l'Ouest, qui est sur la Nantraine, là, à Puceul, où ça s'est passé comme ça. Et ça, c'est génial pour un créateur. Un créateur qui doit en plus s'occuper de bâtiments, il est un peu à côté de ses compétences déjà, et de son temps. Et donc, voilà, la communauté de communes de Nozay qui a construit ce bâtiment et qui me l'a vendu 2 ans après, ça c'est merveilleux. Et là, des projets comme ça, c'est tout à fait possible à monter. Donc, je parlais même pas de ce côté-là qui, je pense quand même, pour les élus, est bien entré dans la tête. Alors, dans l'axe RSE, justement, il y a une autre initiative qui a été lancée en Pays de la Loire, au Mans, et qui est issue d'un dispositif qui a été testé dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, je ne sais plus, où c'est les entreprises, les chefs d'entreprise qui se sont réunis ensemble pour créer un fonds de garantie pour les entreprises de leur territoire. Donc c'est eux qui abondent sur un fonds qui, à travers ce fonds, font à la fois une garantie sur les emprunts et les besoins d'autres PME qui viennent et qui ont ces besoins, et qui en plus de ça maintenant arrivent même à faire un levier pour augmenter le financement. Alors ils sont soutenus beaucoup par la BPI, donc la BPI garantit au titre de ce que fait la BPI, c'est-à-dire souvent autour de 50% du montant du prêt. Le fonds, alors c'est bête, je ne me souviens plus de son nom là, comme ça, garantit encore 30 ou 40% de ça, ce qui fait que la banque a plus que 20% de garantie à trouver, alors soit habituellement par le chef d'entreprise lui-même, sa maison et sa voiture, mais parfois, parfois sans rien. Ça, on évite. Hein. On évite. Mais parfois, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, il y a quand même des dispositifs qui sont vraiment une prise en compte par les entrepreneurs eux-mêmes de la solidarité entre entrepreneurs. Alors, les IRT ne sont ni des organismes de formation, de financement, ni des organismes de développement tellement de l'écosystème, c'est des centres de recherche. Donc c'est des lieux où on va déployer pour les membres de l'IRT, qui sont des grandes entreprises, des PME, des projets de R&D, donc au profit des membres de l'IRT. Pour l'IRT Jules Verne, il y a une 40aine de membres aujourd'hui qui sont des grands groupes, mais aussi des PME, qui se sont elles-mêmes regroupées au sein d'un GIE pour avoir un peu plus de poids, et qui financent leurs propres projets, dans la plus grande partie des cas, leurs propres projets, avec un abondement par le grand emprunt de 50% sur le montant de ces projets. Donc ils ne sont pas du tout dans la phase financement de l'entreprise, c'est vraiment un centre de recherche. D'autres questions? Oui, pour Céradel. On a bien vu que les produits qui ont été présentés, les solutions elles-mêmes, elles ont toute une panoplie d'avantages liés à la RSE, etc. En tant que solution, c'est-à-dire pour l'usage, pour le marché, est-ce que vos clients vous interrogent, vous interpellent sur les démarches que vous menez en interne par rapport à vos parties prenantes, l'organisation, votre politique sociale, enfin les autres volets de la RSE appliqués à votre entreprise? Est-ce que vous avez des gens de l'extérieur qui vous sollicitent là-dessus, ou est-ce que le fait de vendre un produit qui, lui, est bien sous le rapport, ça suffit? Ma vision, après, je ne connais pas tous les clients qu'on a, malheureusement,
mais du peu que je sais donc sur les clients de Cyrادel, c'est vrai qu'on répond à un besoin spécifique donc par nos solutions, mais généralement elles ne vont pas creuser plus loin pour essayer de comprendre toute la démarche de développement durable qu'il pourrait y avoir. Donc c'est à nous de la présenter par nous-mêmes, donc auprès de généralement donc les villes ou les communautés de communes, et donc présenter les différents projets que nous sur lesquels on participe et qui sont orientés développement durable. C'est vrai que derrière, c'est plus simple juste de répondre à un besoin que de creuser derrière. Et généralement, c'est également donc dans un groupement d'entreprises pour répondre à des projets complexes. Donc c'est difficile également de communiquer clairement sur la vision d'une seule société, alors qu'on fait partie d'un groupement. J'ai une question complémentaire, mais qui va un peu dans ce sens-là aussi. Est-ce que, à travers, en particulier le projet Envie, puis les autres projets que vous avez présentés, est-ce que c'est pas une nouvelle orientation stratégique de Cyrádel, des activités de Cyrádel, qui sont en quelque sorte tirées par la thématique du développement durable des clients? Ah oui, tout à fait. Là, c'est pour répondre à un besoin. C'est bien dans le cadre de la journée aussi, c'est-à-dire que le développement durable, c'est aussi quelque part du business. Ah oui, c'est sûr. Là, l'orientation Cyrádel, donc à la base, c'est un fournisseur de solutions pour les opérateurs mobiles. Et donc on est parti de ce constat, donc de ce statut de fournisseur de solutions pour les opérateurs mobiles, et on s'est posé la question, comment se développer dans le développement durable, sachant que bon, il y avait un certain buzz par rapport au Smart City, et donc il y avait un développement du secteur qui se fait sur la durée, donc de savoir comment répondre à toutes ces problématiques par rapport à notre savoir-faire donc d'édition de bases de données 3D, mais également d'édition de logiciels, et développer des solutions spécifiques à ce marché. Merci. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. C'est une question-réaction. Monsieur Praval disait au tout début qu'on va voir venir les nouvelles générations de dirigeants qui seront au cœur de cette problématique-là. Je pense qu'on va voir aussi venir les nouvelles générations d'élus qui vont beaucoup changer au moins au prochain mandat et puis dans ceux d'après, qui seront aussi au cœur de ces nouvelles préoccupations. La question c'était est-ce que déjà vous êtes organisé pour aller voir ces futurs nouveaux élus qui seront beaucoup plus réactifs justement dans l'appropriation de ce type de projet un peu innovant pour essayer de les mettre en œuvre aussi au sein de leur collectivité. Collectivement, La réponse est globalement oui. C'est-à-dire que vous avez totalement raison de dire qu'il y a de nouvelles générations d'élus, de représentants, de gens qui prennent en charge ces démarches. La difficulté que l'on a, c'est, j'allais dire, ne m'en veuillez pas, c'est la sincérité de la démarche. Autrement dit, les élus sont comme vous et moi, ils ont à la fois des préoccupations qu'on va dire altruistes, et puis de temps en temps quand même ils s'occupent de leur circonscription, pour ne pas dire de leur nombril. Et donc, alors je sais que je suis toujours un peu iconoclaste là-dessus, et donc c'est ce que j'appelle la sincérité de la démarche. Est-ce que c'est une exposition médiatique, ou est-ce que ça correspond à une profonde conviction qui, pour nous, sera le motif d'une véritable action. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a quelquefois une différence assez fondamentale entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et donc la démarche de la qualité dans laquelle la RSE s'inscrit, c'est dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit et le prouver. Alors, dire ce que l'on fait, tout le monde est à peu près d'accord. Faire ce que l'on dit, c'est déjà un peu plus compliqué. Et le prouver, c'est quelquefois une question de communication. Et donc on est dans cette difficulté-là. Ce qu'il est évident de constater, c'est que les nouvelles générations d'entrepreneurs, les nouvelles générations, je dirais, de salariés, d'employés, etc., les nouvelles générations d'élus, puisqu'ils en font partie, sont des gens qui sont beaucoup plus sensibilisés à ce mécanisme, à ces mécanismes, à ces actions et à ces démarches. Et par ailleurs, sont des gens qui sont beaucoup plus sensibilisés aux actions, je vais dire, collectives, pour ne pas dire altruistes.
Et que ça, c'est une dérivée positive qu'il est important de prendre en compte et d'accompagner si on veut l'amplifier. Donc, je dirais la graine est là, le terreau est là. Bon, laissons les agriculteurs faire, quoi. Hein. Une dernière question peut-être Il y a un autre point. Ou un point Je veux juste un complément. Un autre point d'entrée vis-à-vis des collectivités, là je parle plus projet de R&D, c'est qu'on a de plus en plus de projets qui demandent la mise en place d'expérimentations importantes, la mise en place de plateformes expérimentales. Et ces plateformes, on les met en place avec les collectivités, avec les villes, avec les élus. Donc c'est déjà, un premier pas concret vers des projets et puis une implication des collectivités dans les projets. Bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer donc sur les aspects présentation, donc de l'état de l'art du projet.